Deuxième partie, chapitre 2, le marché des capitaux. Alors, le marché des capitaux est formé de deux compartiments, le marché monétaire et le marché financier. Et bien sûr, il faut noter que lorsqu'on parle de marché, c'est au même titre que les autres marchés, c'est un marché d'offres et de demande. Là, c'est l'offre et de demande de quoi? De capitaux. Le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est le premier compartiment du marché des capitaux. Et lui-même est scindé en deux marchés, le marché interbancaire et le marché des titres des créances, ou bien ce qu'on appelle le second marché, second market. Alors, le marché interbancaire, il faut le noter, c'est un marché réservé aux banques. C'est un marché qui est destiné exclusivement aux banques. Sur ce marché, les banques échangent quoi? Elles échangent ce qu'on appelle la monnaie. Elles échangent la monnaie. Donc, les établissements de crédit qui ont besoin de monnaie demandent aux établissements de crédit qui ont un excès de liquidité de satisfaire leurs besoins en matière de liquidité. Et bien sûr, il faut noter que intervient également la Banque centrale. La Banque centrale, c'est un acteur du marché interbancaire. Il intervient bien sûr pour satisfaire les demandes de monnaie aux banques et également, il faut noter, il intervient pour réguler le marché interbancaire. Il y a deuxième compartiment du marché monétaire, c'est ce qu'on appelle le marché des TCN. Il est bien sûr réservé aux investisseurs. Il est réservé aux investisseurs. Là, qu'est-ce qu'on échange? Son nom l'indique, on échange les titres de créance négociables. Titres de créance négociables. Et là, on peut trouver et les agents financiers et les agents non financiers. Là, le marché des TCN, et il y a donc des agents qui ont besoin de liquidité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent les titres pour avoir la liquidité. Et les gens qui ont excès de liquidité, bien sûr, ils achètent les titres. Et comme ça, tout le monde est satisfait. Il y a offre et demande de TCN. Deuxième compartiment du marché des capitaux, c'est ce qu'on appelle le marché financier ou le marché boursier. Là, c'est généralement le marché à long terme. Là, il y a donc, on est pleinement dans le marché boursier. Il y a échange de quoi? Il y a échange d'actions et d'obligations. Les actions rapportent pour les investisseurs ce qu'on appelle un revenu qui s'appelle les, les, les dividendes et bien sûr les capitaux hein, les permettent bien sûr d'avoir un revenu pardon, qui s'appelle bien sûr l'intérêt. Bien, donc vous avez là le schéma bien sûr qui démontre le marché les deux compartiments, bien sûr, du marché de capitaux. Vous avez bien sûr le premier compartiment, c'est le marché interbancaire. Le marché interbancaire. Donc, généralement, c'est le marché des capitaux à court terme. Le marché monétaire, c'est le marché des capitaux à court terme, c'est-à-dire qui peut aller de 2 ans à 7 ans. Hein? Le marché financier, vous notez, c'est le marché de capitaux à long terme.
Donc, il peut aller jusqu'à 7 ans, ou bien plus de 7 ans, jusqu'à 10 ans, 15 ans, etc. Donc, lorsque vous parlez de marché de capitaux, vous avez le marché monétaire, c'est le marché de court terme, et vous avez le marché financier, c'est le marché de capitaux à long terme. Bien. Donc, permettez-moi donc de développer chaque compartiment de ce marché des capitaux. Nous allons commencer par le marché monétaire. Alors, nous avons dit que le marché monétaire est formé de deux compartiments, le marché interbancaire et le marché des TCN. Le marché interbancaire, bien sûr, c'est un marché, vous soulignez, de monnaie centrale. Donc, on échange quoi? On échange la monnaie centrale. Il y a, vous soulignez, un flux de monnaie centrale dans le marché interbancaire. Nous avons déjà caractérisé le marché interbancaire. C'est un marché spécifique pour les banques et la banque centrale. Secondo, c'est un marché où on échange la monnaie centrale, flux de monnaie centrale. Dans ce marché, et là je parle du cas marocain, il y a ce qu'on appelle des prêteurs structurels. Que veut dire des prêteurs structurels? Il y a des agents qui sont toujours des prêteurs, des agents qui ont une surliquidité structurelle, c'est-à-dire une surliquidité dans le long terme. Toujours ils sont prêteurs, toujours. Ils ont un excès de liquidité. Et à l'inverse, il y a des emprunteurs qui sont des emprunteurs structurels. Toujours, ils ont un besoin de liquidité. Donc, il faut distinguer entre structurel et conjoncturel. Structurel, c'est quelque chose qui se situe dans le long terme. Conjoncturel, c'est quelque chose qui se situe dans le court terme. Donc, il y a donc des prêteurs qui, dans le long terme, ils sont toujours des prêteurs de liquidité. On les appelle des prêteurs structurels. Et il y a des emprunteurs qui sont des emprunteurs structurels. Alors, donc, les intervenants, donc nous avons dit, il faut noter tout d'abord que lorsqu'on parle de marché interbancaire, ce n'est pas un espace physique, au même titre que les autres marchés, lorsque vous dites marché de matières premières, ou bien le marché pétrolier, ce n'est pas un espace physique. Alors c'est un espace donc qui n'est pas physique, hein, euh, ne se déroule pas dans un lieu donné. Mais il y a un échange, il y a une offre et une demande qui se fait par téléphone, par fax, par téléx, aujourd'hui par mail, etc. Donc, il n'y a pas de rencontre physique entre les prêteurs et les emprunteurs. Non, il n'y a pas donc un espace physique. Bien. Alors donc également, il faut noter que généralement, il n'y a pas euh, euh, un support physique. Il n'y a pas un support physique. C'est quelque chose qui se fait donc, on les appelle les opérations en blanc. C'est-à-dire, les prêts et les emprunts se font par un simple jeu d'écriture. Un simple jeu d'écriture, hein. Soit entre les banques, soit au niveau de la banque centrale. Lorsqu'une banque, par exemple, prête, la banque A prête à la banque B, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crédite le compte de la banque A et débite le compte de la banque B. Ça se fait par un simple jeu d'écriture. Il n'y a pas donc de support physique. Donc, l'intervenant essentiel du marché interbancaire, c'est la banque centrale. Et donc, la banque centrale, lorsqu'elle intervient, pourquoi faire? La banque centrale, elle intervient pour le refinancement des banques, hein.
C'est vrai, nous avons dit que les banques échangent de la liquidité entre elles, mais il arrive parfois qu'une banque n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Il peut s'adresser à la banque centrale, à Banque El Maghreb. Banque El Maghreb, il est là pour satisfaire tous les besoins des banques en matière de liquidité. C'est le prêteur en dernier ressort. Le prêteur en dernier ressort. Bien sûr, la Banque centrale ne va pas apprécier une situation telle, une banque qui se trouve dans une situation de crise de liquidité. Ça peut générer une crise systémique, une crise financière. Donc, la Banque centrale doit intervenir pour réguler, pour réguler le marché interbancaire, pour réguler le marché interbancaire. Et donc, il y a plusieurs techniques, que nous allons voir. Et la Banque centrale, vous notez, intervient également en matière de politique monétaire. Le marché interbancaire peut servir de politique monétaire pour la Banque centrale, hein. Donc, il peut bien sûr euh, 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 limiter le taux d'intérêt à un certain niveau en fonction des objectifs de la politique monétaire. D'accord? Bien. Alors, la politique monétaire, la politique de refinancement, dans le temps, il y a la politique de réescompte que nous avons vu dans la première partie de ce cours. C'est quoi le réescompte? Par exemple, une banque, un client qui présente des effets à escompter. Nous avons vu bien sûr que les banques commerciales ou bien les établissements de crédit escomptent les effets. En contrepartie, bien sûr, la personne qui présente les effets aura de la liquidité. Mais qu'est-ce qu'elle fait la banque commerciale avec ces effets? Elle ne va pas les garder. Elle va les réescompter au niveau de Banque El Maghreb. Au niveau de Banque El Maghreb. Et nous avons dit que c'est au premier stade qu'il y a création monétaire. Lorsque les établissements de crédit escomptent les effets, il y a création monétaire. Dans la deuxième partie, il n'y a pas création monétaire, hein. Il y a émission de monnaie centrale. Il y a émission de monnaie centrale. Alors, pour réguler le marché, Banque Le Maghreb, qu'est-ce qu'il fait? Il va agir sur ce qu'on appelle le taux de réescompte. Le taux de réescompte. S'il veut mettre en place une politique restrictive de lutte contre l'inflation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le taux de réescompte. À l'inverse, lorsqu'il veut relancer l'activité économique, il va baisser le taux de réescompte. Donc, le taux de réescompte, ou bien le réescompte, c'est un instrument de politique monétaire. Il y a également les taux privilégiés ou bien la bonification des taux d'intérêt. Ça, nous allons le voir lorsqu'on parle de ce qu'on appelle l'économie d'endettement et l'économie de marché financier. Tout ce qui est bonification de crédit, tout ce qui est sélectivité, la politique de sélectivité de crédit, etc., émane de ce qu'on appelle la politique monétaire dans une économie d'endettement. Alors, aujourd'hui, on trouve une politique de nouvelles modalités de refinancement qui reposent sur ce qu'on appelle les pensions. Ce qu'on appelle les pensions. C'est quoi la pension? C'est tout simplement une technique qui s'analyse comme une vente au comptant. Hein. Qu'est-ce qu'on vend, à votre avis, dans quel Maghreb, qu'est-ce qu'ils vendent aux établissements de crédit? Ils vendent une chose, c'est la monnaie centrale, avec l'obligation de racheter ce que j'ai vendu. Il rachète ce qu'il a vendu. Qu'est-ce qu'il a vendu? La monnaie centrale. Et bien sûr, on se met d'accord sur un délai. Et bien sûr, il y a un taux d'intérêt. Il y a un taux d'intérêt. Attention, Banque El Maghreb ne vend pas la monnaie centrale gratuitement.
pour les beaux yeux d'une telle ou telle banque. Non, il y a un marché interbancaire. Les banques, bien sûr, entrent en compétition. Et bien sûr, c'est à Banque al-Maghrib de décider en fonction du taux d'intérêt. En fonction du taux d'intérêt. Alors là, il y a les pensions à une semaine, c'est-à-dire Banque al-Maghrib vend de la liquidité ou bien la monnaie centrale sur une semaine avec un taux d'intérêt. Une fois arrivé l'échéance, l'établissement de crédit donc est obligé de rendre la monnaie qu'il a achetée en versant quoi? En versant un taux d'intérêt. Il y a les pensions à 5 jours et il y a exceptionnellement les pensions à 24 heures. En parallèle avec la politique des pensions, il y a bien sûr l'opération d'open market. Alors, on va commencer par les pensions à une semaine sur appel d'offres. Appel d'offres. Donc, Banque de Maghreb lance un appel d'offres. C'est un marché, c'est un marché de monnaie. Donc, il lance un appel d'offres pour les établissements de crédit qui veulent souscrire dans ce marché. Les banques qui demandent la liquidité sur une semaine. Alors, bien, les pensions à une semaine, donc leur introduction vise trois objectifs. Quels sont les objectifs visés par les pensions à une semaine? Premier objectif, ça c'est très important, faire intervenir le taux d'intérêt comme principal instrument de régulation monétaire. Alors là, il faut le noter, Banque al-Maghrib, il est dans une transition. Il veut faire du taux d'intérêt un instrument de régulation de la politique monétaire. Et ça, c'est spécifique à quoi? C'est spécifique à une économie de marché, à une économie de marché, à une économie de la finance directe. Avec l'économie d'endettement, la politique monétaire se fait par d'autres instruments, escompte, bonification de taux d'intérêt, sélectivité des crédits, encadrement du crédit, etc. Mais aujourd'hui, on cherche à travers les pensions quoi? De faire du taux d'intérêt. C'est quoi le taux d'intérêt? Le price, le prix de la monnaie. On veut réguler le marché par les prix. Et là, on est pleinement dans l'économie de marché. Faire du taux d'intérêt un instrument de la politique monétaire. Deuxièmement, et ça c'est important, maîtriser le volume de la masse monétaire. Donc, le marché interbancaire, donc la politique des pensions permet de maîtriser la masse monétaire. Il ne faut pas qu'il y ait des glissements. La masse monétaire doit rester dans une fourchette. Quelle fourchette? Une fourchette qui répond aux besoins de l'économie. Il ne faut pas que la masse monétaire dépasse les besoins de l'économie. Sinon, on va se trouver dans l'inflation. On va se trouver dans l'inflation, chose qu'on cherche à éviter, bien sûr. Et là, troisième objectif, c'est au niveau des banques, ça va leur permettre de réguler leur trésorerie. Chaque fois qu'il y a crise de trésorerie, les banques, bien sûr, peuvent aller demander la liquidité, bien sûr, pour réguler leur trésorerie. Avec plus de précision, bien sûr. Donc, le fonctionnement de ce mode de financement, c'est-à-dire mode à pension, se fait en trois étapes. Le mécanisme, comment se fait donc la première étape, les banques communiquent chaque semaine, donc, à Banque al-Maghrib, qu'est-ce qu'ils communiquent?
le montant de liquidité dont elles ont besoin. Et bien sûr, les banques qui ont besoin de liquidité. Et ça c'est très important, le taux auquel ils souhaitent emprunter. Bien sûr, si vous êtes une banque et vous avez besoin de liquidité, vous communiquez le taux d'intérêt avec lequel tu vas acheter la liquidité. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas communiquer un taux de liquidité, un taux d'intérêt le plus bas, n'est-ce pas? Le plus bas. Et chaque banque va communiquer son taux d'intérêt. Donc, Banque Mali, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le taux d'intérêt le plus élevé. Deuxième étape, la Banque Maghreb fixe le taux auquel elle est prête à prêter aux banques. Donc, Banque Maghreb va donc fixer le taux auquel, bien sûr, Banque Maghreb va fixer le taux. Et les banques, bien sûr, chaque banque va proposer son taux. Hein. Seules les propositions comportant un taux supérieur ou égal à celui de Banque Maghreb qui seront retenus. Les autres établissements, bien sûr, ils seront bien sûr rejetés. Ils seront rejetés. Voilà. Une fois la banque retenue, elle est satisfaite, bien sûr, en matière de liquidité. Et le troisième, la troisième étape, bien sûr, le Banque El Maghreb crédite, bien sûr, le compte de l'établissement de crédit en question. Les établissements de 5 jours à 24 heures, voilà, donc c'est même mécanisme, même technique. Les pensions, les pensions à 24 heures qui ont de la précision, il faut le noter, c'est que les pensions à 24 heures se font à l'initiative de Banque Maghreb. C'est Banque Maghreb qui prend l'initiative, تتخذ المبادرة من ذاتها. إلا اتضح لها بأن المؤسسة البنكية تدخل واحد الأزمة ديال النقود الورقية، تدخل في واحد الكريز دو ليكيديتي، دو كريز دو موني سونترال. Donc, la Banque de Marie prend l'initiative. Donc, pour bien sûr demander à la banque, bien sûr, d'acheter les pensions en 24 heures. Alors, les pensions à 24 heures, il y a donc, les effets. Aujourd'hui, on travaille avec les bons de trésor, généralement. L'opération d'open market, c'est la deuxième modalité d'intervention de Banque le Maghreb sur le marché interbancaire. Les opérations d'open market, vous les avez vues la politique monétaire. Nous avons dit que l'opération d'open market, c'est une politique monétaire spécifique à une économie de marché. À une économie de marché. Elle est basée sur l'achat et la vente de titres. Et bien sûr, le mécanisme il est très simple. Lorsque Banque Maghreb juge que le taux d'inflation, par exemple, est élevé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter ou bien il va vendre de la liquidité. Lorsqu'il juge que le taux d'intérêt, il va éponger la liquidité. Il va éponger la liquidité du marché interbancaire. Comment? En vendant les titres. Alors, vente de titres implique quoi? Implique achat de liquidité. Donc la masse monétaire va baisser. Et lorsque la masse monétaire va baisser, qu'est-ce qu'il arrive au taux d'intérêt? Le taux d'intérêt va augmenter. Et lorsque le taux d'intérêt va augmenter, la demande va baisser et les prix vont baisser. Inversement, si Banque al Maghreb maintenant cherche à relancer l'économie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va injecter, souligner, injecter la liquidité sur le marché interbancaire. Comment? En achetant des titres. Donc le schéma est le suivant. Achat de titres implique augmentation de la masse monétaire. Qui dit augmentation de la masse monétaire, bien sûr, dit
que les taux d'intérêt vont baisser, la demande va augmenter et bien sûr la production va augmenter, la croissance et bien sûr l'emploi va augmenter, le chômage va baisser. Voilà donc combien c'est séduisant ce schéma libéral en matière de politique monétaire. Hein? Il est clair et logique. Hein? D'accord. Il y a également le marché des adjudications des bons. Ça, c'est une nouveauté. La libéralisation financière. C'est que le trésor, vous notez, devient un acteur important, important le marché monétaire. Devient un acteur important sur le marché monétaire. Alors le trésor, bien sûr, intervient à travers ce qu'on appelle, vous soulignez, le marché des adjudications des bons de trésor, c'est-à-dire l'appel d'offres hein, qui veut acheter les bons de trésor. Donc le trésor vend hein, les bons de trésor. Alors pour se financer sur le marché monétaire. Alors ça vise plusieurs objectifs. Premièrement, ça va donner une dynamique au marché monétaire. Seconde, ça va stimuler la concurrence entre les établissements prêteurs, hein, n'est-ce pas? Et ça va permettre, bien sûr, et c'est très très important, ça va permettre au Trésor de se financer dans des conditions meilleures, n'est-ce pas? Et ça va permettre de créer un second marché qui s'appelle le marché des bons au Trésor, bien sûr, négociable. Bien, donc ça c'est des détails. Alors, entre d'abord le second marché, le marché monétaire, le marché interbancaire, le second market, le marché secondaire, le second marché, ou bien le marché des TCN, le marché des TCN. Bien. Alors, le marché des TCN, il a vu le jour en France, puis il s'est installé au Maroc dans le cadre des réformes, bien sûr, monétaires et financières mises en place par les autorités monétaires. Bien, bien, on va analyser les produits. Bien sûr, c'est un marché. Quels sont les produits échangés? Bien sûr, toujours lorsqu'on parle de marché, on parle de l'offre et la demande. Qu'est-ce qu'on offre et qu'est-ce qu'on demande? On demande des produits. Là, c'est des produits financiers. On va analyser les produits et les acteurs qui émettent ces produits. Les produits, donc les acteurs, par exemple les banques, ils interviennent dans le marché secondaire, second market. Mais qu'est-ce qu'elles émettent? Elles émettent ce qu'on appelle les certificats de dépôt. Les entreprises, ils interviennent dans le second market, marché secondaire, en émettant quoi? En émettant des billets de trésorerie. Le trésor, il émet les bons de trésor négociables. Bien. Alors, la question, dans quel but interviennent ces acteurs pour émettre leurs produits? Ça, c'est très, très important. Ils interviennent dans le second market pour émettre leurs produits dans le but, bien sûr, de se financer face to face, directement, sans subir la lourdeur des taux d'intérêt. Si je prends les banques, par exemple, s'ils ont besoin de liquidité, ils ne sont pas maintenant obligés d'aller chercher la liquidité auprès de banques Marley avec taux d'intérêt, etc., etc. Et ils ont à aller tout simplement au marché des TCN et émettre les certificats de dépôt qui vont être souscrits par des agents financiers, des agents non financiers. Et bien sûr, comme ça, les banques vont se financer avec des taux donc très très bas. C'est la finance face-to-face, la finance directe ou bien la finance des intermédiaires. De même pour les entreprises. Ils ne sont pas obligés d'aller chercher la liquidité auprès des banques. Ils n'ont qu'à aller sur le marché secondaire pour émettre ce qu'on appelle les billets de trésorerie. Et donc se financer directement dans des meilleures conditions. Il en est de même pour le trésor, en émettant les bons de trésor négociables. Et bien sûr, les sociétés de financement qui,
lorsqu'ils ont besoin de liquidité, ils ne sont pas obligés de la chercher auprès des banques. Et donc, donc les banques vont subir un taux d'intérêt et vont impacter un autre taux d'intérêt plus élevé sur les sociétés de financement. Les sociétés de financement vont donner des crédits à la consommation pour les agents non financiers avec des taux encore plus élevés. Non. Aujourd'hui, les sociétés de financement n'ont qu'à émettre ce qu'on appelle les bons des sociétés de financement. Les bons des sociétés de financement et sont financés directement dans de très meilleures conditions. Voilà. Ça, donc, c'est les produits, donc, les bons les certificats donc, les bons de trésor, certificats de dépôt, billets de trésorerie, les bons de société de financement. Bien. Maintenant, on va passer à quelque chose encore très très important, une autre nouveauté, la réforme monétaire et financière, c'est ce qu'on appelle la titrisation. Securization in English, we say securization, la titrisation. C'est quoi la titrisation? La titrisation consiste à transformer des crédits en titres de créances négociables. Vous soulignez, la titrisation consiste à transformer. Je transforme quelque chose. Qu'est-ce que je transforme? Je transforme des crédits. Ah, des crédits. En quoi? En titres. C'est ça la titrisation. Par exemple, je suis une banque. J'ai donné des crédits. Crédits logement, etc., etc. Donc des milliards et des milliards de crédits. Lorsque je donne crédit, bien sûr, j'ai une garantie. La garantie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le titre hypothécaire. Allah al-Aqari. Je garde le titre hypothécaire. Quand est-ce que je donne le titre foncier ou bien le titre hypothécaire, le monsieur qui a demandé? Lorsqu'il termine son crédit. La dernière échéance, quand vous كملتي الكريدي ديالك كسيدي التيتر ديال الدار, n'est-ce pas? Mais tant qu'il n'a pas encore achevé, terminé avec les échéances, je garde le titre chez moi pendant 25 ans, les 20 ans, les 15 ans. Alors, logiquement, la finance moderne, on ne se comporte pas de cette manière. Garder chez soi les titres, non. Je vais transformer avec le titre hypothécaire كندخلو في واحد البورتفeuille de titres pour qu'il aille voyager في la finance. يدخل في la finance pour être vendu, acheté, revendu, acheté une deuxième fois, et il va circuler, hein, il va devenir fluide في المارشي de capitaux. كيبقاش عندي في الكفر فور. Donc, je transforme le titre hypothécaire en un titre financier. Et ça, c'est très important. La finance moderne, la libéralisation financière. Parce qu'on a des avantages. Hein? Donc, ça permet donc plusieurs avantages. J'ai mis le schéma simple de la titrisation. Donc, si je prends par exemple une banque, une banque ou une entreprise, si je prends une banque, voilà, vous avez la cession de créances, la flèche cession de créances, c'est-à-dire je transforme la créance en titre qui va acheter c'est le fonds commun de créances, donc il va acheter les X milliards de dirhams de titres. Qu'est-ce qu'il va faire le fonds commun de créances? Il va bien sûr les investir sur le marché des capitaux, d'accord? Et bien sûr, lorsqu'il y a cession de créances, immédiatement il y a le produit de l'émission, je gagne la liquidité, n'est-ce pas? Imaginez avec moi donc une banque qui va transformer toutes ces créances
en liquidité. Bien sûr, ça va permettre d'avoir un excès de liquidité et donc une surliquidité. Avec cette surliquidité, il va donc être dans de meilleures conditions de financement, n'est-ce pas? Il en est de même pour le fonds commun de créances, hein, qui va acheter les créances parce qu'il va les investir auprès des investisseurs, achat et vente de titres de créances. Hein. Donc, ça va devenir des capitaux. فهذاك le titre hypothécaire, il n'est pas distingué. Il peut être intégré dans un portefeuille de titres qui a son propre nomination. Tu ne peux pas le distinguer. C'est le cas la crise du subprime. La crise du subprime, quand il y a des portefeuilles de titres, à l'intérieur de ces portefeuilles de titres, il y a des titres hypothécaires. Alors, la crise de 2007-2008. Alors, les gens ne distinguent pas qu'il y a à l'intérieur des portefeuilles de titres des titres hypothécaires. Et bien sûr, après, s'est formée une bulle spéculative qui a éclaté. Et bien sûr, il avait en résulté la crise financière mondiale de 2008. Bien. Voilà, ça c'est une explication. La banque ou l'entreprise ne vont pas garder les créances chez elles endormies. On ne va pas garder les titres endormis dans les coffres forts. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils préfèrent les transformer en titres financiers. C'est ce qu'on appelle la titrisation. Bien. Maintenant, les avantages de la titrisation. Vous êtes d'accord avec moi qu'il a beaucoup d'avantages. Mais attention, il y a des problèmes attachés à la titrisation. Je viens de parler de la crise 2007-2008. First, améliorer les fonds propres des banques, hein, conformément aux exigences du ratio Cook. On va parler des exigences de ratio Cook, c'est-à-dire simplement c'est quoi? Il faut donner des crédits en fonction des fonds propres que vous avez. Il ne faut pas dépasser un ratio. Alors avec la titrisation, on va se trouver dans de meilleures conditions. On va satisfaire les normes de ratio Cook. Ça va permettre également de baisser les crédits, les coûts de crédit, ça c'est normal, puisque vous avez un excès de liquidité, les établissements de crédit ont un excès de liquidité, donc ils seront obligés de baisser le taux d'intérêt, bien sûr, concurrence impose. Réduire également le risque bancaire en le transférant sur un autre organisme. Et là, je vais prendre le schéma de tout à l'heure. Alors, la banque qui détient les créances, alors il va éviter les risques en cédant les créances au FCC. Le FCC lui-même, il va éviter les risques en le projetant sur d'autres investisseurs. Et ça, c'est important. Élargir la gamme de produits financiers. Donc, nous avons la titrisation est équivalente à une innovation financière. C'est une innovation financière. Pourquoi? Parce que les banques vont détenir de nouveaux produits financiers qui vont leur permettre de se financer. Et également, un autre élément d'avantage, c'est la facilitation de la gestion du risque. Hein, je viens de le dire, bien sûr. Et dernier avantage, ça va permettre aux banques de se refinancer sans... Ah, ça c'est très important. Ça c'est très important. Qui dit titrisation dit financement ou bien refinancement sans création monétaire. Parce que vous savez très bien que là où il y a financement avec création monétaire, il y a risque d'inflation. Il y a risque d'inflation. Avec la titrisation, c'est la finance face-to-face. C'est la finance désintermédiaire. C'est la désintermédiation financière. Il y a financement sans création monétaire. Les banques se financent sans création monétaire. C'est très important. Bien, on passe maintenant au deuxième compartiment des marchés de capitaux, c'est la bourse ou bien le marché financier. Vous notez le marché financier ou bien le marché des valeurs mobilières. Le marché des valeurs mobilières, appelé également la bourse. La bourse, la bourse. C'est un marché d'offres et de demandes, hein, de capitaux. Et nous avons dit que c'est un marché qui est situé dans le long terme, dans le long terme. Et là, le Maroc, comme d'autres pays en voie de développement, à partir des années 90, s'est inscrit dans ce qu'on appelle un processus de libéralisation financière.
Avec ce processus de libéralisation financière, le Maroc, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire du marché financier un marché de financement par excellence. Le Maroc cherche à réduire le poids de la banque ou bien des banques dans le financement de l'économie. Il cherche à faire du marché boursier un marché de financement par excellence. C'est ce qu'on appelle la finance des intermédiaires ou bien la finance de marché, ou bien la finance directe. Et bien sûr, vous savez qu'aujourd'hui, la bourse joue un rôle primordial en matière de financement des économies. Alors bien sûr, dans ce chapitre, nous allons essayer de dresser un appareil conceptuel, c'est-à-dire nous allons expliquer les différents concepts qui permettent bien sûr de comprendre la bourse, donc les produits de la bourse, les acteurs bien sûr qui agissent en bourse et bien sûr les compartiments, le marché primaire, le marché secondaire et quels sont les facteurs qui influencent les prix des actions et des obligations qu'on appelle les cours boursiers. Et bien sûr, nous développons les indicateurs de la bourse. La bourse, voilà, définition. C'est un marché, voilà, c'est un marché. Vous notez, c'est un marché où se rencontrent les offreurs et les demandeurs, les acheteurs et les vendeurs de quoi? Vous soulignez des titres. Ou bien on préfère parler de valeurs mobilières à un prix négocié. On négocie un prix. Le prix, il s'appelle le cours boursier. Le cours. Il existe deux catégories de valeurs mobilières. Il y a les actions et il y a les obligations. On ne va pas reprendre ça, vous avez fait ça dans la comptabilité générale, etc., dans la gestion, etc. Donc, les actions, c'est un titre de propriété. C'est un titre de propriété. Euh, les actions représentent des créances émises par des entreprises. Mais généralement, c'est des grandes entreprises ou bien des entreprises publiques ou bien l'État ou bien les collectivités territoriales. Le cours boursier, c'est le prix d'une action. Là, vous avez donc le lieu, voilà, une bourse. Voilà, les gens qui vendent et achètent des actions. Vous avez là le tableau qui lance de temps en temps les variations du cours boursier. C'est un marché qui fonctionne 24 heures sur 24, donc au même titre que le marché d'échange, etc. Surtout pour les marchés financiers les plus développés, les plus développés. Voilà donc la bourse de Casa. Bien. Les titres. Les titres, c'est comme des individus, ils ont une vie. Donc il y a donc trois phases de la vie d'un titre. La première phase, c'est la naissance du titre, l'introduction d'un titre en bourse. Pour la première fois, le titre qui trouve la bourse. Une société, par exemple, qui décide, vous soulignez, d'être cotée à la bourse. Parce qu'il y a des sociétés qui sont cotées à la bourse, il y a des sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse. N'est-ce pas? Euh, Ça, c'est un entre ce qu'on appelle le marché primaire. Le marché primaire. Le marché primaire. Lorsque pour la première fois je lance un titre pour la bourse, c'est le marché primaire. Alors, le titre va par la suite changer de main. Il va être revendu. Maintenant, on trouve ce qu'on appelle le marché secondaire, n'est-ce pas? Le marché secondaire. Et bien sûr, il y a troisième étape, c'est lorsque le titre disparaît. Il y a des titres qui peuvent disparaître. Vous soulignez qu'un groupe l'action a été radiée de la cote. Ça ne figure pas la cote, elle est radiée, c'est-à-dire elle va disparaître. Bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça. Ou bien les transactions sur les titres sont insuffisantes, ou bien que l'entreprise a été absorbée par une autre entreprise. Bien sûr, lorsque vous avez une petite entreprise cotée en bourse, cette entreprise a été achetée ou bien absorbée. بتلعتها شركة كبرى.
Bien sûr, elle ne va pas garder le nom. C'est la grande entreprise qui va figurer sur la bourse. Et dans l'action n'a pas une raison d'être. Hein? Ou bien la nationalisation. La nationalisation, t'mim, lorsque l'entreprise il est achetée par l'État. Donc, le titre, l'action va disparaître de la bourse. Voilà. Les dividendes. Dividendes, rapidement, c'est le revenu de l'action. L'actionnaire, lorsqu'il achète des actions, il attend des revenus. Donc, les revenus, on les appelle les dividendes. Bien sûr, euh, les dividendes varient en fonction des résultats, hein, du résultat final de l'entreprise. Alors bien sûr, l'actionnaire ou bien l'investisseur accepte de recevoir une rémunération qui est fonction de résultat et en cas de faillite, bien sûr, vous soulignez, il risque de tout perdre. Hein. Il risque de tout perdre. Bien. Le marché primaire et le marché secondaire, je viens de l'expliquer. Le marché primaire, c'est-à-dire le marché des titres nouvellement émis, c'est-à-dire les titres émis pour la première fois, hein, nouvellement émis, pardon, hein, pour la première fois, d'accord? Euh, Pour la première fois, l'entreprise cherche à être cotée et émet les titres comme fait le marché primaire. En émettant des titres, les entreprises peuvent drainer de la liquidité. C'est automatique. Pourquoi une entreprise cherche à être cotée à la bourse? Pour chercher la liquidité. Alors, on a pleinement la finance face-to-face. Au lieu d'aller à la banque, l'entreprise préfère aller à la bourse. Alors, en émettant les actions, elle draine la liquidité. Elle draine la liquidité. Donc, sans passer par le système bancaire, ça va éviter à l'entreprise de ne pas subir la lourdeur des taux d'intérêt. Et vous savez très bien, lorsqu'il va payer taux d'intérêt, ça va répercuter à le coût de production. Et lorsque le coût de production, bien sûr, augmente, ça va pénaliser la compétitivité de l'entreprise. Donc, avec le marché boursier, avec la bourse, on est dans une situation de financement à l'aise. Donc, c'est un financement face-to-face. Hein, je paye pas de taux d'intérêt. Combien c'est formidable. Donc, la finance directe, hein, c'est meilleur que la finance intermédiaire. Le marché secondaire ou bien le marché d'occasion. C'est donc, si vous voulez, le marché primaire ou le marché secondaire, le marché des voitures. Une fois vous voulez acheter une voiture neuve, vous l'achetez sur le marché primaire, hein, marché des voitures neuves. Alors, après 5 ans, bien 6 ans, bien 10 ans, vous pensez à changer la voiture. Vous allez la vendre où? Dans le marché des voitures de l'occasion. D'accord? Ça se passe comme ça. En ce qui concerne l'échange de titres, vous soulignez déjà émis, déjà émis, déjà émis. Le marché secondaire, il a plusieurs avantages. Il permet, bien sûr, d'évaluer, donc l'évaluation et la mobilité de l'épargne, n'est-ce pas? Ou le marché de ce secondaire, il renseigne la dynamique de la bourse et les différentes opérations qui se font. ملي كنشوف le marché secondaire, je peux donc être éclairé sur toutes les opérations qui se font le marché, donc les opérations de restructuration, les fusions, les concentrations, les rachats d'entreprises cotées, etc. Voilà un schéma très simple où vous avez le marché primaire et le marché secondaire. Voilà, le marché primaire, c'est le marché financier, donc au sens strict, n'est-ce pas? Vous avez donc une émission de nouvelles valeurs. Marché secondaire, échange de valeurs déjà émises. Maintenant, on va examiner la relation entre le taux d'intérêt et le cours boursier. Normalement, ce paragraphe aurait dû être traité avec 15
spéculation. Je l'ai laissé pour ce deuxième chapitre. Donc, la relation entre taux d'intérêt et cours boursier. Vous notez, s'il vous plaît, chose importante, que en bourse, le comportement des investisseurs est basé beaucoup plus sur ce qu'on appelle le phénomène de l'anticipation. Ça a déjà vu avec Keynes. C'est-à-dire les investisseurs doivent anticiper mieux que le marché ce qui va venir. Donc, qui dit anticipation, vous dit prévision, si vous voulez, consiste à prévoir. Je prévois ou bien une variation baissière, c'est-à-dire à la baisse de quoi? Du cours boursier, du cours des actions ou bien des obligations. Je prévois ou bien une variation haussière à la hausse. Et bien sûr, je connais les investisseurs اللي عندهم هذا الحس ديال التوقع, ce sont les grands investisseurs qui maîtrisent bien la conjoncture économique et financière du pays. بحال هذاك كنعطي داك ليكزومبل ديال هذوك لي جوور ديال تي ار سي, كتمشي لان كافي بغني هاد لوكازيون دالي لان كافي ديال تي ار سي وشوفوا سكي سو باس. كتلقاو بان هادوك لي غران, هادوك لي زونسيان جوور ديال تي ار سي كيجيو عندهم هادوك لي بوتي كيقولوا سي فو بلي عطيني واحد شي نميرات, علاش؟ وكيعطيه باغ اكزومبل هذاك لو بوتي كيعطيه واحد دين كيقول هذا ما غاديش يدخل هذا العود هذا لو شوفال نو فا با غانيي. علاش؟ ولا ميتريز وكيتوقع هذا لو شوفال داخل وغيتبعوا هذا كيميتريزي لو مارشي. لا ميم شوز بان لي انفستيسور, لان سي كيعود هذاك. انا غنعطي واحد فولونتير الله يخليكم هذا الكونسيبت هذا كتعود سكون نابيل واحد لانتيليجونس ايموسيونيل, كيعود بلي زيموسيون ديالو كيتوقع لي فارياسيون ديال لي كور. وهنايا هذا راه سكون نابيل لا فينونس كومبورتمونتال. الناس اللي غيمشيو بعيد في لا فينونس الله يخليكم, راه كاينه سكون نابيل لا فينونس الفاينانشال بيهافيوريزم, la finance comportementale. La finance comportementale, ça signifie quoi? Simplifié à l'extrême. Avec les émotions, la psychologie, je peux agir sur les cours boursiers. Les investisseurs, les grands investisseurs, ils anticipent la variation des cours boursiers. N'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, lorsque j'anticipe, je dois réagir à l'anticipation. Je dois réagir. هنا كيقول لك كاين في لا سبيكولاسيون باش نعطيكم لا ريلاسيون بين التو دانتيري ودي كور بورسيي. باغ اكزومبل كاينز كيقول لك عندنا لا موناي وعندنا لي تيتر. هذا هو لو بورتفوي, لا تيوري دي شوا عند كاينز. ونرجع دابا الباراغراف كو جالي تريتي افون. الوغ في البورتفوي عندي لا موناي وعندي لي تيتر. si j'anticipe une variation haussière, les cours vont augmenter. À votre avis, je vais garder la monnaie? Non, je vais me débarrasser de la monnaie pour acheter les titres. Parce que j'anticipe une variation haussière. Je sais que les cours vont يطلعوا, donc je vais gagner. Donc, en transmettant la monnaie, je vais me débarrasser de la monnaie pour acheter les titres. Une fois le temps venu de la variation à la hausse, les titres, je vais gagner. Et inversement, lorsque il y a une anticipation à la baisse, bien sûr, je me débarrasse des titres pour chercher la monnaie. Et donc, notez une chose importante, qu'entre taux d'intérêt ou le cours boursier, il y a une relation inverse. Lorsque le taux d'intérêt baisse, les cours boursiers, augmentent.
Lorsque le taux d'intérêt augmente, les cours boursiers baissent. On a les deux situations. Lorsque les taux d'intérêt montent, montent. Avec la hausse des taux d'intérêt, avec la hausse des taux d'intérêt, les nouvelles obligations émises sur le marché offrent, bien sûr, pour des caractéristiques identiques, un taux de rendement plus élevé. C'est normal. Donc, et, et donc, ils vont apparaître plus attractifs que les obligations anciennes. Les taux d'intérêt, les nouvelles obligations, les nouvelles obligations émises qui sont plus attractives que les anciennes obligations. Alors la demande, la demande va porter, bien sûr, logiquement, sur les nouvelles obligations. Parce que les anciennes obligations, leur cours va baisser, voilà. Le taux d'intérêt le cours a baissé. Je reprends. Avec la hausse du taux d'intérêt, les nouvelles obligations émises ont un rendement plus élevé que celles déjà présentes sur le marché. Et donc, les nouvelles obligations vont apparaître plus attractives aux yeux des investisseurs. La demande va s'orienter les obligations nouvelles. Les anciennes obligations, le cours ديالهم, le prix ديالهم, il va bien sûr baisser. Bien sûr, les cours baissent jusqu'à ce que le rendement, bien sûr qu'il y a la relation bien le cours ou le rendement, jusqu'à ce que le rendement devienne aussi attrayant que sur les nouveaux emprunts. Voilà. Deuxième situation, voilà, là vous avez un exemple que c'est très simple que vous pouvez donc voir qui traite de la relation inverse entre taux d'intérêt et les cours boursiers. Deuxième cas, lorsque les taux d'intérêt baissent, donc avec la baisse, les nouvelles obligations sont émises avec des rendements moindres. Et bien sûr, ce qui les anciennes, le cours de celles-ci, les anciennes, ce qui augmente. Et voilà, nous avons toujours cette belle relation inverse entre le taux d'intérêt et les cours boursiers. D'accord? Bien. D'abord, on va attaquer les indicateurs boursiers. Les indicateurs boursiers, capitalisation boursière. La capitalisation boursière, on peut parler, volonté de capitalisation boursière soit pour une entreprise, soit pour un secteur, soit pour une place financière. Place financière, maintenant, la bourse de valeur de Casa. La capitalisation boursière, vous soulignez, elle renseigne sur quoi? Sur la valorisation du marché et permet de calculer les indices. Vous soulignez ça, la valorisation du marché et permet de calculer les indices. Voilà, vous avez là la capitalisation boursière. Alors, vous notez, on parle de capitalisation globale ou bien capitalisation flottante. Capitalisation globale ou bien capitalisation flottante. Capitalisation globale, c'est le nombre total des titres d'une entreprise ou d'un secteur ou d'une place, multiplié par les prix respectifs. Donc, vous mettez capitalisation égale nombre de titres fois quoi? Fois cours boursier. Il présente la valorisation globale de l'entreprise ou le secteur ou la place financière. La capitalisation flottante, c'est quoi? C'est le nombre de titres, soit d'une entreprise ou d'un secteur ou d'une place mises en circulation, qui sont mises en circulation, parce que je peux avoir des titres mais qui ne circulent pas. Je suis un investisseur permanent, des titres mais ils ne circulent pas au quotidien. Il y a des titres qui circulent, flottantes, flottantes, qui circulent, flotter. شحال كتفلوطي في الماء كتلعب في الماء فلوطي دي تيتر كي فلوت ما واقفينش il flotte وكاين دي تيتر اللي واقفين
Moi, je suis investisseur, j'ai les titres. ولكن je fais pas flotter mes titres. Je fais pas circuler. Alors, sur la capitalisation boursière, on s'intéresse à les titres flottants, à les titres qui circulent. Et de la capitalisation flottante, c'est quoi? C'est très simple, c'est la même chose qu'un autre. Donc, c'est le nombre de titres de quoi? Et le nombre de titres d'une entreprise ou bien d'un secteur ou bien de la place, des titres en circulation, c'est-à-dire, fois le cours, les cours respectifs, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, vous avez au Maroc, depuis 2004, vous jugez la capitalisation, c'est la capitalisation flottante qui est prise en considération, donc pour la valorisation de la bourse. في المازي ولا في المادكس hein? Donc, on va voir que veut dire l'indice MASI, l'indice MADEX dans quelques instants. Et là, vous avez un exemple simple de capitalisation. Vous avez le nombre de titres, vous avez le cours, vous calculez la capitalisation. Pour les analystes, la capitalisation boursière globale ou flottante sert, voilà, on vient de le dire, comparer les places boursières. Ça, c'est important. Comparer la place de Kazan à la place de boursière de l'Égypte ou de la Turquie ou d'un pays même niveau de développement que le Maroc ou un pays développé. Qui va comparer deux bourses? On les compare la capitalisation boursière, hein, flottante ou la globale. Hein. La capitalisation permet de calculer les indices. Le volume des transactions, c'est très simple, vous soulignez. euh, le volume des transactions a une relation inextricable avec l'activité réelle d'une valeur, d'un secteur. Le volume des transactions correspond au nombre de titres échangés sur le marché boursier. Le volume des transactions, c'est très simple, c'est le nombre de titres échangés sur le marché multiplié par les cours. Une formulation mathématique, volume des transactions égale nombre de titres fois les cours respectifs. Fois les cours respectifs. On distingue le volume des transactions réalisé par une valeur, hein, c'est le nombre de titres, je viens de le dire, hein, multiplié par les cours. Le secteur, c'est la somme des valeurs des transactions. Hein. Le secteur, il y a plusieurs entreprises, donc je fais la somme. Hein. Un marché, il s'agit du volume de transactions réalisé sur chacun des trois marchés boursiers. Marché central, le marché de bloc ou le marché obligataire. On a une place. Hein. La place, donc, c'est la place de Casa. Hein. Donc, dans ce cas, le volume de transaction, c'est la somme des volumes réalisés par l'ensemble des valeurs cotées. Donc, les valeurs cotées, hein, donc les actions, quand je fais des transactions, on dit la somme sigma. Hein. Voilà. Le flottant, voilà. Le flottant, donc c'est très simple. Définition du flottant, c'est la part, voilà, c'est la part du capital d'une société cotée détenue par le public et composant de ce fait la partie circulante de son. Circulante, c'est très important. C'est la partie du capital qui circule, hein, qui circule sur le marché, qui circule sur le marché. Autrement dit, c'est la partie du capital susceptible de faire objet de transactions sur le marché. Hein, hein, d'accord.
Le nombre de titres composant la partie flottante du capital n'est pas figé, bien sûr, je viens de le dire. Donc, durant la vie boursière de toute société, celui-ci, donc les titres donc flottants, bien de temps en temps, ils subissent des modifications parce qu'ils sont toujours en circulation. Alors, les indices boursiers. Un indice boursier est une valeur calculée, bien sûr, par le regroupement des valeurs des titres de plusieurs sociétés. Hein. Donc, pour calculer un indice, on prend bien sûr les valeurs de plusieurs sociétés, parce que donc, les indices boursiers, le baromètre de la bourse, ils permettent donc d'avoir une vision à la santé de la bourse. C'est un outil statistique qui permet de mesurer quoi? La performance d'une bourse. كيفاش كنعرفوا la performance d'une bourse? À travers les indices boursiers. À travers les indices boursiers. Les indices, عندنا l'indice principal, عندنا les indices sectoriels. L'indice principal, il mesure la performance globale de la bourse. Hein, hein. C'est un indice calculé à partir de la totalité des sociétés cotées. Hein. Ou parfois l'indice sectoriel, il concerne un secteur, hein, qui mesure la performance d'un sous-ensemble de sociétés, un secteur d'activité. Bien. عندنا في المغرب au Maroc, les investisseurs marocains عندنا trouvent à travers le MASI ou le MADEX des indications sur la performance de la bourse de Casa. C'est quoi le MASI, Moroccan All Shares Index? C'est un indice de capitalisation. Il intègre toutes les valeurs de type action cotées à la bourse de Casa. Toutes les valeurs, hein, toutes les valeurs. MADEX, hein, Moroccan Most Active Shares Index, c'est un indice compact composé de quoi? Les valeurs les plus actives, les qui تحركوا بزاف في la bourse. Le MASI, c'est toutes les valeurs. Le MADEX, c'est l'indice composé de quoi? Des valeurs les plus actives. En termes de quoi? En termes de liquidité, hein? Qui sont plus liquides, hein? Bien. Quels sont les facteurs qui influencent les cours boursiers? La bourse, dans les investisseurs, comment ils anticipent les cours boursiers? J'ai parlé tout à l'heure de l'anticipation. Avec l'anticipation, bien sûr, qui se base sur des données quand même, sur des données. Finalement, les facteurs qui me permettent d'anticiper le cours boursier, ce sont les facteurs qui exercent une influence sur les cours boursiers. Qui sont les facteurs politiques, maintenant les élections. Hein, les élections, surtout dans les pays développés. Les pays développés, les États-Unis, maintenant, qui connaissent les élections entre les républicains et les démocrates. Et qui connaissent, lorsque j'anticipe que les républicains vont gagner le présidentiel. Pardon. Bien sûr, les cours vont changer autrement. Parce que généralement les républicains sont des libéraux. Ils vont réviser à la baisse les taxes, ils vont faire des exonérations, etc., etc. Donc la bourse, c'est la dynamique, n'est-ce pas? Et de facto, les cours boursiers peuvent gagner à la hausse, n'est-ce pas? Inversement, pour les démocrates, c'est l'inverse, n'est-ce pas? La conjoncture économique. La conjoncture économique, vous soulignez s'il vous plaît, nationale ou mondiale? Le Maroc n'est pas quand même fermé sur elle-même. C'est une économie qui subit, bien sûr, les impacts de la conjoncture mondiale. Ce qui se passe en Europe, les 70% des transactions se font avec l'Europe. Ce qui se passe avec les États-Unis, ce qui se passe avec les pays avec lesquels nous avons un accord de libre-échange. Alors, lorsque la conjoncture économique ailleurs est affectée, bien sûr, elle ne va pas affecter la conjoncture économique nationale.
Nous avons la conjoncture économique nationale, hein, avec tous les indicateurs, l'inflation, taux d'intérêt, la croissance, chômage, etc., etc. Alors, la conjoncture économique influence les cours boursiers. Lorsqu'il y a morosité économique à la bourse, qu'il y a des éléments qu'il faut prendre en considération. Vous vivez aujourd'hui le coronavirus, voilà un virus qui a influencé les cours boursiers, qui a influencé les marchés financiers à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. علاش؟ لأن coronavirus a eu des impacts على l'économie. Et lorsque l'économie دخل la récession, bien sûr, les secteurs d'activité يدخلوا la récession. Les entreprises qui vont fermer, les entreprises qui vont licencier, le chiffre d'affaires qui va baisser, et bien sûr, les actions vont bien sûr voir leur cours baisser. S'il n'y a pas radiation même de certaines actions des bourses. Voilà, même les virus peuvent influencer les cours boursiers. Euh, et bien sûr, des anticipations des investisseurs. Tout à l'heure, les cours boursiers peuvent être influencés par le comportement psychologique des investisseurs. Parfois, les investisseurs, leur intelligence émotionnelle peuvent varier les cours boursiers. Hein? Un ouvrage très intéressant. Je vais l'envoyer avec, lorsque je vous envoie le support de cours. Rappelez-moi, l'ouvrage il est très intéressant. Le hasard et les cours boursiers. Le hasard et les cours boursiers. Ouvrage kbir, très très intéressant. La probabilité, ouais, le comportement psychologique, comment la psychologie affecte les cours boursiers. C'est très important. Voilà donc, section 3e, la finance intermédiaire et la finance directe, ou bien des intermédiaires, ou bien la finance de marché. La finance intermédiaire, l'intermédiation financière, c'est quoi? C'est très simple. L'intermédiation financière met en relation les agents à capacité de financement, c'est-à-dire qui ont un excès d'épargne, et les agents qui ont un besoin de financement. Autrement dit, les agents qui ont un besoin de financement, c'est-à-dire les agents dont le revenu n'arrive pas à financer leurs dépenses de consommation, ou leurs projets, ou leurs dépenses d'investissement. Alors, que faire? Vous avez des agents qui ont un excès d'épargne, ou vous avez des agents qui ont un besoin de financement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on a imaginé de mettre en place ce qu'on appelle les intermédiaires financiers, les banques généralement, ou les institutions financières spécialisées. Avant la réforme, au Maroc, on avait les organismes financiers spécialisés, OFS. Je dis OFS, organismes financiers spécialisés. Spécialisés, spécialisés spécialisé dans le financement d'un tel ou tel secteur. Par exemple, le CIH, avant la réforme, c'était une banque spécialisée dans le financement de quoi? Voilà, de l'immobilier et de l'hôtelier. CNCA, Caisse nationale de crédit agricole, spécialisé voilà, dans l'agriculture. Le BMCE, le commerce extérieur. كانوا كنسميوهم des institutions de financement spécialisées كنسميوهم حنا au Maroc OFS, organisme de financement spécialisé. Même après la réforme بقات بنك المغرب في لي رابور ديالها كتكلم على l'OFS. دابا ما بقاش عندنا les OFS. Avec la réforme دخلنا ce qu'on appelle la banque universelle. C'est quoi la banque universelle? Toutes les banques دخلوا la banque universelle ولات une banque, toutes les banques ولاو عندهم statut de banque universelle. شنو هي banque universelle? Une banque qui fait tout, qui finance tout. هادشي غنتكلموا عليه في التروازيام شابيتر, la libéralisation financière. Alors عندنا les banques qui vont jouer le rôle d'intermédiaire financier. Entre qui et qui? Entre agents à capacité de financement et agents à besoin de financement. Voilà. Donc, vous avez donc la finance intermédiaire, vous avez les investisseurs, vous avez les emprunteurs,
Voilà, vous avez donc عندنا la finance indirecte وعندنا la finance directe. La finance indirecte, il fait intervenir les banques en tant qu'intermédiaire financier. La finance directe, c'est le marché des capitaux. C'est le marché des capitaux. Donc, les emprunteurs, ce sont généralement donc les agents qui ont un besoin de financement, hein, les prêteurs, ce sont des gens qui ont un besoin de finances. Enfin, les ménages qui ont un excès d'épargne, ils vont déposer leur épargne chez la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette épargne? Elle va prêter cette épargne aux agents qui ont un besoin de finances. Les entreprises qui ont un excès d'épargne, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette épargne? Ils vont la placer auprès de la banque. La banque va prêter avec l'épargne. L'État, il a qu'un excès d'épargne et ainsi de suite. Économie d'endettement et économie de marché financier. Alors là, l'économie d'endettement et économie de marché financier. Économie d'endettement, vous faites l'intermédiation financière m'a permis de nous ce qu'on appelle la distinction entre économie d'endettement et économie de marché financier. Économie d'endettement, c'est une économie dans le financement, financement des entreprises, financement des ménages, etc., est dominé par les banques. Les banques dominent le financement de l'économie. On est dans une économie d'endettement. Autrement dit, une économie d'endettement, c'est une économie, vous soulignez ça, où l'intermédiation bancaire est trop forte. Par rapport à quoi? Voilà, par rapport au marché financier. Le marché financier qui est exigu. Le rôle est très faible dans l'économie d'endettement. Qui domine le financement? C'est les banques. C'est les banques. L'économie d'endettement des entreprises par rapport aux banques, d'endettement des ménages par rapport aux banques, d'endettement des banques par rapport aux banques المغرب. Qu'est-ce que l'économie d'endettement? C'est une économie dominée par la banque. Dominée par la banque. 80%, 90%, hein, 70%, n'est-ce pas? Et donc, vous soulignez le rôle du marché financier est très faible, exigu, très faible. C'est ce qu'on appelle la finance intermédiaire. Je dis la finance intermédiaire. C'est quoi la finance intermédiaire? C'est la finance dominée par les banques, dominée par. À l'inverse, relax, une économie de marché financier, ou une économie de marché, ou une économie de la finance directe, est caractérisée par quoi? J'ai dit l'inverse. Voilà. L'inverse, ça veut dire un rôle dominant, un rôle important du marché financier, des marchés de capitaux, des marchés de capitaux. La bourse, c'est un marché. Maintenant, marché de capitaux, je rappelle, fait deux compartiments, fait second marché, le marché monétaire, les fait second marché, ou dans le marché financier. Enfin, l'économie de marché, c'est une économie dominée par le marché financier. C'est l'économie de marché, c'est la finance face-to-face. L'économie de marché, c'est la finance des intermédiaires. La finance des intermédiaires. L'économie de marché, c'est la finance directe. Donc, un rôle important du marché financier dans le financement de l'économie. On parle de quoi? Vous souvenez de la finance des intermédiaires ou bien la finance face-to-face. Qui fait qu'un calcul le taux d'intermédiation. Le taux d'intermédiation, il me renseigne sur quoi? Il me renseigne sur les caractéristiques d'une économie. Taux d'intermédiation ou le total des crédits distribués par qui? Distribués par les banques, tu vois, sur le total des besoins d'emprunt. Enfin, lorsque le taux d'intermédiation il est très élevé, ça veut dire qu'on est dans une économie d'endettement. Voilà donc ce qui achève ce cours. Donc, je vous remercie. Voilà.